Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Je vais l'appeler Nicolas Gavion pour Kaamelott. Le voilà. Alors déjà, merci d'être présent au Toulouse Game Show. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que tu étais déjà venu. Oui, tout à fait. Je suis venu en 2016. Voilà. Je suis venu en 2016. J'étais venu, on m'avait dit c'est super, tu pourras venir avec tes enfants qui étaient ados à l'époque et qui étaient à fond manga, jeux vidéo. Enfin, c'était parfait. Donc j'ai dit ah bah ok, je viens avec mes enfants. Et puis mes enfants m'ont fait faux bond. Ils m'ont posé un lapin. Ils sont pas venus finalement. Ah oui, voilà. Mais voilà, moi je suis venu en 2016 quand même. Donc du coup, tu t'es rattrapé, tu es revenu avec. Et voilà, c'est ça. Non, mais là maintenant, ouais, ils sont plus là. Ils sont plus là. Bah, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur de t'avoir ici présent, comme l'autre personne. On va faire le déroulant de ton parcours, parler bien évidemment de Kaamelott, mais aussi de Kaamelott, le film. Pour commencer, je voudrais savoir, toi, quand et comment tu t'es intéressé au métier de comédien, d'acteur. Comment c'est venu? Alors relativement, j'allais dire tardivement, par rapport à des personnes qui ont une vocation comme ça très précoce, c'est-à-dire qui depuis tout petit rêvent de devenir acteur. Moi, c'était pas du tout mon cas. J'ai le souvenir d'être allé au théâtre quand, vous savez, les sorties théâtre quand on est au collège ou au lycée. Je m'y étais ennuyé, mais mortellement. Voilà. Et puis c'est pendant mes études supérieures, voilà, que j'ai commencé à faire du théâtre un petit peu par hasard. Et puis je me suis rendu compte que c'était ce qui m'animait. Et j'ai terminé mes études. J'ai quand même terminé mes études. J'ai fait beaucoup de théâtre pendant mes études. Alors, n'écoutez pas les plus jeunes. Je ne suis pas allé trop en cours parfois. Et je faisais beaucoup de théâtre. Mais j'ai terminé mes études quand même. Et après, j'ai pris une formation de comédien. Et puis voilà, j'avais décidé d'en faire mon métier. Mais relativement tardivement et en pratiquant en fait. Voilà, je me suis retrouvé un petit peu par hasard dans on va dire un cours de théâtre. Voilà, c'était pas tout à fait ça. On avait des horaires aménagés. C'était voilà, où j'étais, c'était une école d'ingénieurs. C'est Et pourquoi pas? atypique. Et pourquoi pas des horaires aménagés pour faire du théâtre. Voilà. Voilà, ça a commencé comme ça. Alors, si ce n'est pas indiscret, est-ce que tu peux nous dire si dans ta famille, il y a des artistes? Alors, quand je dis artiste, c'est pas forcément ou comédien acteur, acteur, pardon, ça peut être aussi peintre, dessinateur ou autre, qui t'ont un peu poussé vers ça ou pas du tout. Et je vais aller plus loin dans la question. Et est-ce que, si c'est le cas, ils étaient favorables? Parce qu'il y a souvent des parents qui disent non, ne fais pas du théâtre, mon fils, ce n'est pas un vrai métier. Mais j'exagère à peine. Oui, alors. Quand j'ai annoncé à mes parents une école d'ingénieur, c'est 5 ans, et dans l'été, entre la 4e et la 5e année, quand je leur ai annoncé que je terminais et puis qu'après je ferais autre chose, autant vous dire qu'ils n'étaient pas hyper chauds, quoi. Enfin, ils n'étaient pas ravis, on va dire. Bon, après, dans ma famille, il n'y avait pas d'artistes professionnels qui en faisaient leur métier, mais il y avait une fibre artistique, et alors plus musicale d'ailleurs. C'est-à-dire que dans ma famille, notamment du côté de ma maman, tout le monde était musicien, faisait de la musique. Ma grand-mère chantait dans les chœurs de l'opéra. Mes parents chantaient, ils se sont rencontrés grâce à la musique. Tous mes cousins, cousines, oncles, tantes jouaient d'un instrument. Donc il y avait un truc comme ça. Voilà. Alors mes parents se sont rencontrés grâce à la musique. J'ai un 33 tours, un vinyle 33 tours du groupe dans lequel ils jouaient. Ah oui. Ouais, c'est ça. Et pour revenir au truc de départ sur est-ce qu'ils ont accepté,
bon, voilà, ça ne correspondait pas à ce qu'ils avaient imaginé, mais ça s'est bien passé ensuite. Ils m'ont suivi et ils ont accepté. Et je me souviens que j'avais demandé à mon père, qui a fait beaucoup de musique, je lui ai dit, mais si toi, tu avais eu la possibilité de faire de la musique, oui. ton métier, est-ce que tu vois, est-ce que tu peux comprendre mon choix? Et ça l'avait touché. J'ai vu que j'avais marqué des points. La corde sensible. Ouais, j'avais marqué des points en faisant référence à son expérience, parce que je sais que la musique, ça avait été important pour lui. Et voilà, je pense que ça lui a parlé, et puis ça s'est bien passé après. Voilà, ils ont toujours suivi ce que je faisais, et ils ont vu que j'étais heureux, que je m'épanouissais, que ça marchait plutôt bien, enfin que voilà, que je vivais de mon métier. Donc voilà. Donc ils ne regrettent pas. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de raison. Non. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes... Alors, on va bien sûr venir petit à petit à Kaamelott, mais comme je le dis, c'est intéressant de voir l'ensemble aussi du spectre de ton parcours en termes d'expérience théâtrale et autres. Nous expliquer, toi, tes expériences, celles qui t'ont peut-être, ou des rencontres aussi, le plus marqué, le mot est fort en tout cas, que tu as affectionné particulièrement. Alors oui, j'ai commencé à... Donc j'ai fait ma formation de comédien, voilà. Et puis j'ai eu la chance de travailler tout de suite, très vite. C'est-à-dire qu'avant même la fin de ma formation, j'étais embauché sur un premier spectacle. Et les premières années de comédien, j'ai beaucoup joué au théâtre, plutôt dans le domaine, on va dire, du théâtre public, du théâtre subventionné, bon voilà, et ça m'a permis de voir un petit peu ce que j'aimais, là où je me sentais à la bonne place, parce que quand on commence à travailler, on est amené à travailler dans différents univers. Donc j'ai fait des choses très différentes. J'ai fait du théâtre très contemporain, très, allez, on peut le dire si on met des grosses étiquettes, très intello, voilà. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas ma tasse de thé. Je m'en suis rendu compte parce que je prenais pas beaucoup de plaisir à jouer ça. Vous savez, où on joue, par exemple, c'est un peu une caricature, mais c'est à la fois la réalité. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à jouer un texte assis sur un cube, en regardant au loin, comme ça, puis en débitant un texte, patati patata, patati patata, patata patata, patata. Voilà. Ah ouais, non. Voilà, c'est une forme de théâtre où voilà. Bon, je me suis rendu compte que c'était pas ta tasse de thé. Ma tasse de thé. Moi, je me suis rendu compte que ce que j'aime, c'est le théâtre, et plus généralement, même sur n'importe quel, on va dire, média, ce qui raconte des histoires. Voilà. Moi, j'aime raconter des histoires, que ça soit voilà, comme comédien, participer à raconter une histoire, faire vivre un personnage qui a des émotions, qui vit du conflit. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me plaît comme comédien, et puis aussi comme spectateur. Et ça, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre ça. Voilà. Et du coup, il y a eu des rencontres qui m'ont amené à ça. J'ai beaucoup travaillé à une époque avec un metteur en scène qui s'appelle Emmanuel Mérieux, que vous connaissez pour ceux qui sont là pour Kaamelott. Bon, j'imagine que beaucoup de monde est là pour Kaamelott. Emmanuel, dans la saison 6, joue Manilius, l'ami d'Arthur à Rome. Voilà. Et puis il était aussi, on va dire, un peu directeur artistique sur les séries, sur cette saison-là, sur le livre 6. Voilà. Et c'est un metteur en scène de très grand talent qui vous pouvez voir. Je vous invite à aller voir ses spectacles. Il a des spectacles qui jouent encore partout en France. Il fait des très beaux spectacles. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui à une époque. Et oui, ça a été assez marquant. Voilà, parce que ça m'a donné l'occasion et d'interpréter des beaux rôles, de raconter des belles histoires. Donc voilà, je pense à cette rencontre-là. En particulier. Ouais, en particulier. Alors, on va venir à Kaamelott, on reviendra un petit peu plus tard à d'autres expériences annexes. Peux-tu nous expliquer comment tu t'es retrouvé dans cette grande aventure ? Eh bien, par le théâtre. Voilà.
Par le théâtre, j'ai participé à un spectacle mis en scène par Jean-Christophe Ambert, Caradoc de Vannes, voilà, qui est metteur en scène de théâtre, qui était metteur en scène de théâtre déjà voilà, à l'époque, qui est toujours metteur en scène. Il a mis en scène les spectacles d'Alexandre, les seuls en scène, et puis là récemment, je fais de la promo pour les copains, là il a tourné un Fracasse, une adaptation du Capitaine Fracasse, là les 2 dernières saisons. Voilà, dedans d'ailleurs dans son spectacle il y avait Loïc Varro, il y avait Thomas Cousseau, il y a Jacques Chambon, il y avait voilà un peu la famille, voilà. Et j'étais sur ce spectacle-là, ce qui était un Shakespeare, c'était une pièce de Shakespeare, pas la plus connue, peut-être pas la plus réussie non plus, qui s'appelle Timon d'Athènes. Voilà, c'est très peu joué. J'étais assistant à la mise en scène de Jean-Christophe, et puis je jouais dans le spectacle. Et dans ce spectacle, il y avait, alors pour le coup, je reprends un peu, il y avait Thomas Cousseau, il y avait Loïc Varro, il y avait Jean-Robert Lombard, il y avait Brice Fournier, il y avait Thibaut Roux, qu'on a vu dans les premières saisons, qui joue le garde du corps d'Arthur. D'Arthur, oui. Voilà, qui fait autre chose aujourd'hui, mais voilà. Et il y avait un certain Alexandre Astier qui jouait dans le spectacle et qui, déjà, parce que voilà, et qui composait la bande originale du spectacle. Voilà. Oui, il est tellement touche à tout. Voilà, et puis voilà, on avait une séquence, enfin une scène, on dit scène au théâtre, on avait une scène ensemble. Voilà, il y a un truc, je pense, qui s'est bien, voilà, qui s'est passé, une bonne voilà, connivence et tout. Et puis un jour, il m'a dit, tiens, j'ai fait déjà un premier court-métrage, ça te dirait de le voir, ok. Donc ça s'appelait, il m'a montré, ça m'a fait hurler de rire, ça s'appelait Un soupçon fondé sur quelque chose de gras. Déjà, le gras, c'est la vie, n'était pas loin. Oui, voyez. La charcuterie, déjà. Il y avait un truc qui travaillait sur le gras, déjà. Voilà. Bon, ça m'avait fait hurler de rire. Et puis, il m'a dit, est-ce que. Voilà, il m'avait proposé de jouer dans un court-métrage qui s'appelait Dies Irae. Voilà. Et qui. Alors, je crois que le projet donc, Réunion des Chevaliers de la Table Ronde. Et le personnage de Bohort, déjà, puisque. Voilà. Et puis, d'ailleurs, je crois que le projet d'Alexandre. À ce moment-là, c'était de faire déjà une trilogie, un truc, voilà, de faire alors c'est pas les hauts bouts, je crois que c'était les grandes réunions de l'histoire. Il voulait faire 3 courts-métrages. Plus global, en fait. Alors je me souviens plus du 3e. Il voulait faire Les Chevaliers de la Table Ronde. Je crois qu'il voulait faire Yalta. Voilà. Et puis le 3e, je sais plus. Il faudrait lui demander ce qu'il avait en tête. Je me souviens plus. Bon. Et puis voilà. J'ai tourné dans ce court-métrage Dies Irae que vous pouvez voir dans le, je sais pas, peut-être dans le coffret du livre 1 qui est en bonus. Ah oui, les bonus. Entre autres, mais qui a été la genèse de Kaamelott, puisque ensuite le court-métrage a été vu. Je veux pas dire de bêtises parce que je confonds ou j'ai pas, mais il a été vu en festival par, je crois que c'est par Yvan Le Bolloc. Qui a adoré, un festival de l'Alpe d'Huez, je crois, de la comédie, qui a adoré, qui en a parlé, alors je ne sais plus si c'est Yvan Le Bolloc ou Bruno Solo, mais voilà, qui en a parlé à Calt, et puis est née l'idée, et si ça se déclinait en un format court, ce court-métrage, puisqu'il y a matière, il y a une galerie de personnages. Mais surtout que cette équipe, il y a déjà eu des habitudes avec Caméra Café, etc. Voilà. Donc pas, et donc, et c'est comme ça qu'il y a eu une suite, voilà, des premiers pilotes autoproduits pour convaincre la boîte de production Calt que ça pouvait le faire en format court comme ça. Et puis après, les pilotes officiels produits par Calt, voilà, avant la mise en production de la série elle-même. Voilà. Donc tu t'es rendu compte que c'était pas de la Kaamelott, jeu de mots bidon. C'est ça. Et ensuite, le reste, la suite, on la connaît. Oui, voilà. Et c'est marrant quand on dit, je me suis rendu compte, j'adorais tout ce qu'on faisait, et enfin voilà, ce que faisait Alexandre, ce qu'il nous proposait. Quand on nous demande, est-ce que vous aviez conscience que ça allait marcher, ça souvent doit vous demander. que ça allait devenir, voilà, un phénomène, parce qu'on est quand même
presque 20 ans plus tard, et voilà, on est tous là à en parler aujourd'hui, donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Non, très honnêtement, non. Il y a des gens qui ont été plus visionnaires que moi, parce que je me souviens d'échanges avec Jean-Robert Lombard, le père Blaise, voilà, qui est un copain, et je me souviens quand on tournait les pilotes, peut-être même, voire même le court-métrage, lui il m'a dit, moi, je sens ça va être un carton. Il a du nez. Ouais. Alors, je doutais pas du tout de la qualité, j'adorais tout ça, mais après, au point que ça devienne aussi balèze, on aussi sait fort, que la phénomène. production, qu'est-ce qui fait que des fois ça marche pas. Voilà, mais voilà, il y a des gens. On ne sait pas, sinon on ferait tous des succès si on avait la formule magique. Bien sûr, c'est sûr. Génial. Et puis, voilà, on a tourné la première saison. La première saison est diffusée et c'est un peu du tout ou rien, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours de diffusion, on sait si, les gens qui savent, les chaînes savent si ça marche ou pas. Et oui, là par contre les audiences et les chiffres. Et on pouvait passer on est passé, on va dire, de rien à tout, de tout ou rien, dans le sens où les deux options c'était, en gros, et il y a eu plein de séries comme ça, hein, une saison et puis au revoir parce que ça prend pas. Et c'est passé direct c'est signé pour, alors à l'époque c'était 7 saisons, mais c'est passé direct le tout ou rien. On ne sait pas si ça va marcher, puis au bout de 15 jours, alors je ne sais pas si ça a été signé dans les 15 jours, mais on savait que ça y est, il y allait... Ah oui, c'était parti pour un moment. Voilà, et même y compris, par la suite, sur le changement des formats aussi, en termes de... Il y a court et puis un petit peu plus long, ce qui est plutôt original, et là où on peut aussi dire à Astier... un grand bravo, ou si je puis me permettre, il a cassé les codes aussi, ce qui est assez couillu, parce qu'en télé, en général, il s'est un peu formaté, etc. Et il l'a fait sans savoir si ça plaît pas. En tout cas, il prend les risques, à mon sens. Alors, exactement. Alexandre, c'est vraiment j'allais dire, un auteur, un artiste, et effectivement, il a mené, en tant que, on va dire, chef de projet, il a mené où on pourrait dire, pas producteur, parce qu'il n'était pas complètement producteur au début, mais il a mené en tout cas le projet au fil des années comme un artiste, comme un auteur, c'est-à-dire avec en priorité qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Bon, à un moment, et assez vite, il s'est dit, j'ai pas envie de faire 7 saisons de format court, 7 saisons de 3 minutes 30 avec, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie de plus d'espace, de plus de moyens aussi, de plus peut-être entre guillemets de cinéma, et il a fait en sorte que ça soit possible, ce qui est, je sais pas si c'est exceptionnel ou c'est rarissime, c'est-à-dire qu'un format évolue, que quelque chose qui marche en plus ait une évolution comme ça. Il n'y a que lui, je pense, qui s'est battu. Je pense pas que ni Calt, le producteur, ni la chaîne, ni M6 on dit ah oui, super idée de faire évoluer et de passer. Non, eux ils avaient un truc qui marchait du feu de Dieu. Donc je pense je suis pas dans les secrets, mais j'imagine avec la petite connaissance que j'ai de ça, qu'il a dû se battre pour imposer ça. Ah clairement, et sans rentrer trop dans les détails, et si je puis rajouter aussi, le fait aussi de maintenir son bébé tel quel le plus longtemps, sans parler d'histoire des droits et d'argent, ça c'est avant le film, et tout ça était très long, avant qu'il reprenne totalement et qu'il regarde la mainmise ainsi, là aussi c'est très très rare, parce que souvent ce genre d'aventure peut échapper, et très vite on peut être vampirisé par un producteur, etc. Et en cela aussi, il me semble que là aussi c'est un cas quasi unique. C'est un cas quasi unique, oui, parce que la première saison, il y avait un co-réalisateur, François Guérin, qui est réalisateur, qui a fait plein de choses, mais c'était pas j'allais dire le projet, c'est le bébé d'Alexandre, donc dès la deuxième saison, il n'y avait plus de co-réalisateur. Oui, c'est pareil, on a essayé, je pense, de lui mettre un peu des auteurs dans les pattes, pour ça c'est pareil, ça a été assez vite écarté. Voilà, c'est un vrai projet d'auteur.
dommage, je trouve, que ça n'ait pas fait un petit peu plus école. Oui. Voilà, il y a très peu de projets qui sont, en tout cas en télé, qui sont des vrais projets d'auteurs comme ça, et pas un projet plus de producteurs avec une idée, un concept, et puis après on met les auteurs dessus. Je trouve ça un petit peu dommage que ça n'ait pas fait un petit peu plus école, ou qu'il n'y ait pas eu plus d'interrogations sur se dire, bah oui, mais ça marche, ça draine du public. Et pourquoi ça draine du public ? Parce que je pense qu'il y a un univers qui est développé, qui est singulier, et c'est une vision d'auteur. C'est pas quelque chose un peu de fabriqué. Ou trop préfabriqué. Ouais, c'est ça. C'est pas trop préfabriqué. Études de marché, des trucs trop paramétrés qui cassent un peu la spontanéité d'auteur, souvent indé. Oui, c'est ça. On sait qu'en télé, il y a des. Enfin, je le sais moi aussi pour l'avoir vécu et en tant que comédien, sur des choses des détails très, on va dire même, prosaïques, concrets. C'est-à-dire au choix du costume. Ça m'est arrivé sur une série, une téléfilm. On fait les essayages costumes. On choisit un costume avec la chef costumière. Voilà, on passe une demi-journée. Alors ça, c'est assez rigolo à faire. On passe une demi-journée à essayer plein de trucs. Voilà. Et puis j'arrive sur mon premier jour de tournage sur cette série, ce téléfilm. Enfin voilà. Et puis en fait, c'est pas le costume que j'ai choisi. Et puis on me dit, ah ben oui, mais non, en fait, là ils n'ont pas voulu le réal ou le direct ou la prod et tout, parce que du sombre là comme ça à 21h pour une série machin, ça marche pas. Et puis il y a peut-être plus d'intervenants, de filtres à café, si je puis dire, qu'avant. Oui, c'est ça. Puisqu'on est souvent sur des marchés beaucoup plus grands, il y a plus de chaînes aussi, donc tout ça a beaucoup changé. Et on se rend compte que ça va être le producteur ou son représentant qui va choisir à un moment le costume ou la couleur, parce que en fait, ça répond à une espèce de recette de cuisine qui voudrait qu'un costume un peu trop foncé, je ne sais pas si c'était exactement ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'était pas un choix artistique, c'était un choix, une espèce de recette de cuisine. Et ça, on en a énormément, c'est-à-dire de se dire, des formats, oui, il faut qu'il y ait un chien, il faut c'est même insupportable. Un ado qui est... En ce moment, on a l'impression que souvent, enfin, je vais être assez cash, mais il faut un tableau Excel avec des impératifs, un gros, un machin, etc. Pour être sûr de ne pas avoir d'autocensure pour un truc international. Et limite, à la fin, moi aussi je vais être caricatural, on va éventuellement lire le scénario. Mais déjà, il faut qu'il y ait tous ces éléments, ce qui perd encore de sa spontanéité, à mon humble avis. Voilà. Mais bon, ça fait partie des codes actuels. Pour passer aussi à ton rôle, est-ce que toi là-dessus, puisqu'effectivement Alexandre est très connu pour tout bien contrôler, diriger, etc. En bien, pour d'autres, parfois disent oui, c'est un peu exagéré, chacun son avis sur la question. En tout cas, ça lui a réussi, et ça a réussi à la série, etc. Est-ce que là-dessus, quand il t'a présenté ton personnage, est-ce qu'il y avait totalement des choses figées dans le marbre, ou de temps en temps, tu as pu quand même glisser une petite idée? Est-ce que c'est à ce point-là, on dit tellement d'Alexandre Astier, avec toutes les qualités intrinsèques qu'il a, qu'effectivement, il aime tout driver, ou des fois, quand même, il y a des petites suggestions. Je voudrais savoir où est, on va dire, la frontière, quoi, entre guillemets. Alors, là où je vais répondre par la deuxième négative, non, mais pour dire là où il n'y avait pas enfin, c'est pas de liberté, mais pas d'initiative. Voilà, c'est sur le texte. Mais en fait, c'était pas d'ailleurs quelque chose d'imposé. Alexandre m'a jamais dit, et je pense qu'il a jamais dit à qui que ce soit, attention, le texte c'est à la virgule près, et je veux que ça soit ça. Non, jamais. Par contre, moi, en tant que comédien, en fait, tout simplement, je voyais pas l'intérêt d'essayer ou de le modifier, d'ajouter des choses, de ce qu'on fait parfois, parce que parfois on a des textes à jouer en tournage. Je ne veux pas dire qu'il faut le réécrire, mais presque. Parce que là, c'était bien pour fait. Qu'il soit parlé, en l'occurrence. Pour qu'il soit bien parlé. Voilà. Enfin, genre, vous voyez, si on est sur une série et puis qu'on a ou autre chose, et puis on se retrouve avec des dialogues. Qu'en pensez-vous, commissaire ?
mais personne ne parle comme ça, quoi. Oui, oui, ça fait surfait, c'est exagéré. Et donc, on se retrouve parfois, voilà, ça m'est arrivé, et puis d'ailleurs, personne n'est là pour dire ah mais non, c'est pas trop ça, ne change pas. Bon, pour qu'ils se parlent mieux. Là, les textes d'Alexandre, c'est moi je dis toujours, pour un comédien, c'est du caviar. Ah oui, c'est le top, c'est la crème. C'est le top, voilà. Donc, voilà. Donc, pourquoi changer si c'est déjà nickel, quoi. Alors, à la marge, mais extrême marge, peut-être mettre un petit truc. Un petit mot, ou dans un texte, c'est-à-dire que tu lâches un petit mot supplémentaire, mais tant que ça ne change pas, oui. le schmilblick, ça va, quoi. Mais sur le texte, voilà. Et pour le reste, pour le jeu, c'était d'une liberté totale, c'est-à-dire que, enfin, quasi totale, ouais. C'est-à-dire que je n'ai même pas souvenir d'avoir eu des longues discussions ou même des discussions avec Alexandre sur comment est le personnage qui me donne des indications, il est comme ci, il est comme ça. En fait, il t'a le joué lui-même comme des fois des gens font. Jamais. Ce qui est bon, voilà, moi j'aime pas trop ce genre de direction. Tout simplement, il y a une bonne raison à ça, c'est qu'en fait il a écrit pour nous. Bohort, je crois, je suis même quasiment sûr, a été écrit pour moi, je pense qu'il pensait à moi. Oui. Voilà. Donc c'est du sur-mesure, comme on dit. C'est du sur-mesure, donc il savait en l'écrivant comment on allait le faire sonner. Oui, il s'en doutait, ce qu'on pouvait faire. Et puis après, on y apporte... Après, ce qu'on y apporte, voilà, ça c'est le travail du comédien. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi d'un coup Bohort s'est retrouvé à être comme ça. Quand il a la table ronde, il se tient toujours bien, il est toujours un peu sur le qui-vive de ce qui se passe, parce qu'il y a toujours un peu d'inquiétude, où il veut toujours que ça se passe bien. Voilà, ça vient comme ça. Et là-dessus, comme pour tous les autres personnages, et toute l'interprétation, il n'y a jamais eu de consigne d'Alexandre dans un sens ou dans l'autre pour dire le meilleur truc, c'était de voir par exemple qui se marrait, voilà, ou qui disait rien, et voilà. Parce qu'il te voyait naturellement. Oui. Alors c'est arrivé par contre sur un ou deux trucs qui me disent ah non attention là, je sais pas, le texte non c'est plutôt ça veut dire ça, donc voilà. Plutôt comme ça, ouais. Ouais, mais vraiment très très à la marge, quoi. Donc non, c'est une très grande liberté. Vous vous êtes rencontrés ou est-ce qu'il t'a envoyé mail et indications? Ça s'est fait très, très naturellement pour la présentation de ton personnage. Est-ce que tu as eu aussi des images, des choses comme ça, ou vraiment très naturel Non, je pense qu'on a échangé. Je me souviens même plus trop, mais on a dû échanger comme ça, mais très rapidement. Hein. Moi, je trouve que quand un texte est bien écrit, quand un dialogue, voilà, ça fait déjà une grande part. Ça fait une grande part. Il n'y a pas forcément besoin d'énormément de discussions. Voilà. Après, sans doute que peut-être sur Dies Irae, puis peut-être sur les débuts de Kaamelott, peut-être sur le plateau, il y a eu des indications pour juste rappeler un peu aussi quels sont les types de relations entre eux, comment voilà. Mais sur le vif, comme ça, pas avec des grandes explications, en disant non, là il est plutôt en retrait, ou plutôt voilà. Mais voilà. Alors justement, comme on disait tout à l'heure, il peut imaginer telle ou telle personne, parce que parfois on connaît un peu la personnalité de ces gens, on les côtoie, etc. Donc on les voit pour tel ou tel rôle. Quels sont, toi, s'il y en a bien sûr, tes points communs avec justement ton personnage? Est-ce qu'il y en a, et à contrario, s'il y a des choses où, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, tu n'as strictement rien à voir? Je suis très courageux déjà dans la vraie vie, donc ça n'a rien à voir avec Bohort. Voilà. Non, des points communs, je dirais que je suis sensible, je suis un garçon sensible. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc je pense qu'il y a quand même un truc avec Bohort. Je pense que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le conflit. Donc je peux me retrouver dans Bohort, dans une façon aussi d'essayer d'enrober un peu les choses, de faire que les choses se passent bien et qui est bon, voilà. Oui, je pense que voilà, c'est ces petites choses. Il y a de cela aussi. Ouais. On va passer aussi la parole, parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes,
j'espère, qui ont des questions. Donc soyez pas timides, hein, c'est rare comme occasion, encore une fois, d'avoir quelqu'un comme Nicolas Gabion ici présent. On va passer donc la parole. Bon, je vais commencer par le premier. Bon, Monsieur Obélix, je n'ai pas votre prénom. Hein. Merci. Je vous en prie. Moi, c'est Jérémy. C'était pour savoir comment s'est passée la retrouvaille pour le film après 11 ans sans se voir. Si ça s'était bien passé. Oui, alors ça s'est bien passé. Si je parle pour mon, pour moi, pour mon cas personnel, comment j'ai vécu la chose. Déjà avec un petit peu, j'allais dire un peu d'inquiétude, pas sur l'aspect retrouvailles avec mes camarades, mais plus sur le jeu et l'interprétation du personnage en lui-même, parce que en fait, un petit peu comme ce dont on avait l'habitude, on n'a pas eu de texte avant, hein, on n'a pas lu un scénario, rien, pas une scène, rien du tout. Mais voilà, on avait l'habitude. Donc pas de répétition. Et en fait, moi, en tout et pour tout, ça s'est résumé, la préparation ou les étapes, ça s'est résumé par un coup de fil de la production pour dire, voilà, tiens, essaye de te tenir plutôt disponible à ces périodes-là, dans quelques mois, parce qu'on devrait tourner là. Un essayage costume. Et puis, c'est pas de la préparation, mais un pot de pré-tournage où toute l'équipe est réunie, enfin, où une grosse partie de l'équipe. Bon, voilà, on boit des coups aussi. J'ai aperçu des bouts de décor, parce qu'on était près des studios, donc voilà. Mais la veille de jouer, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, mais là, voilà, on est 11 ans plus tard. Enfin, est-ce que je sais toujours jouer Bort ? Oui, mais c'est important, effectivement. Voilà. Et un petit coup de flip de se dire, mais comment ça va se passer demain ? Je vais me retrouver, alors sans répétition, machin, sans rien du tout. Je vais me retrouver sur le plateau, puis voilà, il va y avoir moteur, action. Et ça, c'est la petite magie de ça, du jeu. Alors après, derrière, il y a beaucoup de... Il y a eu quelques années à interpréter ce personnage, beaucoup d'épisodes, mais c'est quand même la petite magie du truc, ce qui fait qu'une fois dans le costume et une fois le moteur action, il y a un truc qui se passe, quoi, qui fait que, hop, on retrouve ce que je disais, l'énergie, le physique, la voix, le truc, et c'est là. Et voilà. Bon, donc mes inquiétudes ont été levées. Et puis après, pour l'aspect retrouvailles, c'est un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire, enfin, sur le côté rapide, puisqu'il n'y a pas eu de répétition, avec certains que j'ai vus à ce fameux pot, comme ça. Bon, alors, on s'est revus pour certains dans d'autres occasions, comme ça. Certains, on a eu même des projets ensemble. Mais c'est un peu paf. Voilà. Moi, les premières séquences que j'ai tournées, c'était des séquences où il y avait beaucoup de monde. Ça m'a fait plaisir, parce qu'il y avait des séquences, il y avait dans le... Quand Arthur est emprisonné là, dans la cage, donc là c'est des séquences, il y avait Caradoc, Perceval, Merlin qui apparaît, le tavernier, donc ça c'était assez sympa parce que, moi j'ai commencé par une séquence où il y avait pas toute l'équipe, mais voilà, il y avait un groupe, ça c'était sympa de se retrouver comme ça, voilà. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, juste pour ajouter une petite chose, quand tu dis effectivement qu'il y a un peu de préparation, mais pas trop quand même. Il y a peut-être, je dis bien peut-être, une volonté d'avoir le maximum de part de spontanéité, que ça ne fasse pas trop calcul, trop paramétré, et qui donne peut-être un petit plus dans la formule Astier. Je dis bien peut-être. Ouais, je pense que c'est une... On avait échangé, on a déjà échangé là-dessus avec Alexandre. Je pense que c'est une vraie volonté, au-delà du fait que il écrit tard, mais c'est une vraie volonté. En tout cas, il dit, en gros, vous n'avez pas besoin de l'avoir avant. Voilà. Ah ouais. Alors, ce sur quoi on n'a pas toujours, il n'y a pas eu de conflit, mais une fois, dis, sur un ou deux trucs, moi, ça m'a manqué. Une ou deux fois. Il y a des gens qui préfèrent, ça les rassure un petit peu plus. Non, c'est pas pour rassurer, en fait, c'est pour la continuité, c'est pour savoir ce qu'on joue. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que, alors, je pense que personne ne l'a vu, peut-être qu'il n'y a que moi, mais pour mon travail, moi, c'était pas satisfaisant.
Je donne cet exemple-là pour parler de continuité. C'est dans la saison, le livre 5, je crois. Léo Dagan prend le pouvoir. Bon, voilà. On tourne une séquence où je suis dans les couloirs. C'est avant, avant la séquence de table ronde où justement Léo Dagan enfile la couronne, met la couronne et annonce qu'il prend le pouvoir et que ça ne va pas rigoler. La séquence d'avant, dans l'ordre du scénario, je suis avec Arthur dans les couloirs du château, presque devant la table ronde, et je lui dis mais moi, je ne veux pas y aller à la table ronde, c'est pour vous que je suis là, moi, c'est pour vous suivre, voilà. Et Léo Dagan, c'est pas possible, voilà, je suis dans un état très triste, voilà. Et puis la séquence d'après, c'est la table ronde, et quand on a tourné ces deux séquences, moi, je ne savais pas du tout la continuité. Et en fait, à la table ronde derrière, on me retrouve en Bohort, mais le Bohort voilà, comme je le disais tout à l'heure, très en santé, très sur le qui-vive, voilà. Et si j'avais eu la continuité en tête, voilà, je l'aurais joué un petit peu différemment, plus dans la continuité de la séquence d'avant, où il est triste et il dit Arthur, moi je ne veux pas y aller, c'est pour vous que je suis là. Et non, Léo Dagan, c'est pas possible. À la table ronde, je me serais retrouvé sans doute un peu plus, voilà, moins impliqué et moins sur le qui-vive et dans la continuité de cet état. Bon, je vous en parle, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait vu ça. Bon, moi pour mon travail, voilà, voilà. Bon, après, c'est pas grave. Oui, après, bon, les goûts, les couleurs, mais effectivement, c'est aussi une autre façon de voir. Puis j'imagine que vous avez regardé pour certains à nouveau aussi les épisodes de la série, parce que beaucoup d'années étaient passées. Oui. Vous remettre dans le bain pour aborder le film, j'imagine ou... Alors moi, non. Tous, non. Toi, non. Non, parce que même si j'avais la trouille, ce que je racontais, je crois qu'au fond de moi, je faisais confiance à ce que je racontais aussi, au fait que ça allait être là. Voilà. Mais non, j'ai pas eu besoin. Bon. On va passer, donc, comme promis, la parole à d'autres personnes. Alors je vois un monsieur là, effectivement avec un sweat. Merci. Bonjour. 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 Je voudrais savoir en fait quelle était votre scène la plus compliquée à jouer dans la série ou même dans le film. Voilà. Dans le film, si on commence par là, le film, non, j'ai pas le souvenir de quelque chose de compliqué à jouer. Peut-être, si, l'apparition, enfin, c'est pas que c'était compliqué à jouer, mais l'apparition de Bohort qui tombe dans les pommes. Voilà, parce que je ne suis pas un... Bon, ça va, hein, ça c'est fait, mais je ne suis pas un grand cascadeur. Hein, je fais mes cascades moi-même, comme Jean-Paul Belmondo, mais je ne suis pas un grand cascadeur. Donc là, il s'agissait juste de tomber en arrière sur un tas de neige préparé par les régisseurs. Je pense qu'on l'a fait quelques fois. Alors, et en même temps, avec l'idée de faire voler le plateau, les choses pour avoir un petit effet comique, voilà. Bon, voilà. Et je suis pas le champion pour ça, pour ce genre de truc. Donc on a dû la faire quelques fois la séquence. Voilà. Bon. Et puis voilà. Et après pour la série, non, j'ai pas le souvenir. Non, j'ai pas le souvenir de choses en termes de jeu. Compliqué à jouer. C'est juste que les premières années où on tournait, dans studios qui n'étaient pas réellement des studios, hein, qui étaient une ancienne usine dans lesquelles ils avaient installé les décors en région parisienne, en banlieue parisienne, qui était chauffé, enfin c'était limite insalubre, et puis pour faire la cheminée, le feu, il y avait des rampes à gaz ou je sais pas quoi, et c'est juste, on ressortait tous le soir, on mouchait noir, je ne sais pas ce qu'on a ingurgité pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, mais on mouchait très 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 noir, voilà. Bon, voilà. Alors, à contrario, peut-être pour prolonger la question, mais dans l'autre sens, dans Kaamelott, quels sont tes meilleurs souvenirs
ou de séquences ou d'épisodes, pour ne pas parler que du négatif. Oui, Pour quelles raisons, bien sûr. Alors, de séquences, j'ai des souvenirs qui remontent à, j'allais dire, à loin, plutôt les premières saisons, les souvenirs les plus marquants pour moi. J'ai le souvenir, par exemple, d'avoir pris énormément de plaisir à tourner Un bruit dans la nuit, les lapins adultes. Jurez-moi qu'il n'existe dans cette forêt pas d'animal. Voilà. Bon, j'ai le souvenir que j'ai adoré tourner cette séquence parce qu'il y a un truc aussi avec Alexandre qui est vraiment de la comédie ping-pong un peu. De ping-pong, quelque chose qui évolue en plus, où on sait que, où il y a de la place pour s'exprimer, pour faire évoluer. Il y a plusieurs séquences, ça évolue. J'ai le souvenir d'avoir pris énormément de plaisir à tourner ça. Déjà avec une cascade et un évanouissement aussi, qui avait été aussi pas forcément facile à réaliser. Et sinon, alors j'en parle souvent, mais c'est pas un souvenir de tournage en lui-même. C'est le souvenir, un de mes meilleurs souvenirs, c'est le souvenir de la répétition, de la seule répétition, de la seule lecture qu'on ait faite sur Kaamelott avant le tournage du premier livre. Alors pour la bonne et simple raison que les textes étaient écrits, alors que par la suite ils ont été écrits un peu au fur et à mesure. Et on avait pris une journée complète, un peu avant le tournage, dans cette fameuse usine là où les décors étaient installés. Donc on découvrait les décors en même temps. C'est toujours assez chouette de découvrir, parce que les décorateurs font un travail juste incroyable, quoi. C'est-à-dire vous rentrez alors là pour Kaamelott, mais pour plein d'autres choses, mais vous rentrez dans la table ronde, dans la salle de la table ronde, vous passez dans les couloirs, enfin vous vous pincez pour aller toucher et vérifier que c'est du polystyrène et que voilà, parce qu'on est dans une salle de château en pierre, enfin c'était très beau, c'est super. Et puis on a fait cette lecture-là avec toute la distribution. Quelques guests qui étaient là, les premières guests qui avaient accepté de participer, et on a lu toute la saison. Et ça a été un moment, en tout cas moi dans mon esprit, qui est génial. Bon, voilà, on s'est marré énormément, on a découvert 90% était écrit. Et alors d'une part, voilà, on s'est énormément marré, et puis c'est la seule fois où il y a eu ça. Alors déjà où on a été vraiment réunis. Et puis où on a vu ce qu'on allait faire, puisqu'après on le découvrait au fur et à mesure. Ça, c'est un grand souvenir pour moi. Ouais. Et tu as une saison ou des saisons préférées ? Ça reste, alors c'est mon point de vue peut-être de comédien, mais ça reste les premières. Les premières, oui. 3 premières. Ouais. Alors, encore une autre question. La dame, pardon. Autant pour moi, en violet, on sent le mec qui gaffe. Bonsoir. Bonsoir. Dans votre personnage de Bohort, si vous deviez changer quelque chose, qu'est-ce que ça serait ? Et à contrario, qu'est-ce que vous préférez dans ce personnage ? Alors très honnêtement, non. Si, je sais ce que je changerais. Si, ça y est. Oh là là, si ça m'est revenu d'un seul coup. Je changerais sa coiffure dans le livre 6. Alors ça, c'est sûr. Et voir son costume aussi. Et de coiffeur, mais ouais, c'est ça. Ma coupe de vendeuse de brochettes. Voilà, c'est quelque chose. Je n'ai jamais compris. Si ça faisait. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'Emmanuel Mérieux, qui était comédien metteur en scène, mais qui jouait Manius, qui était directeur artistique et qui était un peu. Qui participait. C'était son rôle de DA, grandement au choix des costumes, pour qu'il y ait une unité comme ça, des costumes, des coiffures, de tout, même de l'univers graphique. C'est lui qui est à l'origine un peu du... alors ça accompagnait un peu l'évolution de la série, mais où on a fait des images, d'un coup les images sont devenues plus... et les changements même de costumes. On est passé d'une imagerie un peu moyenâgeuse, armure, à des choses... plus indéfinissable, mais dans le temps. Mais voilà. Bon. Et
et Emmanuel, donc, quand je suis arrivé pour mon premier jour de tournage, j'ai été un peu, je crois, je me souviens, il était un peu désolé parce qu'il m'a montré la perruque et il m'a dit Alexandre adore cette perruque, ça le fait mourir de rire et il n'en démordra pas. Alors, je crois qu'il y a eu une égo un peu quand même. J'ai essayé de négocier, de dire non, mais c'est pas possible, je veux pas. Non, quoi. Alors non, outre le fait, c'est que moi j'étais sur un truc, je suis très un peu cartésien et machin. C'est bon, là ça commence à se voir. J'ai les cheveux qui poussent un peu. Moi j'ai les cheveux un peu frisés, voire crépus. Voilà, et je me disais, mais ça n'est pas possible que Bohort... alors, le lisseur n'existait pas, si vous voulez, à l'époque. C'est pas possible que Bohort ait eu cette coupe 20 ans plus tôt, ait eu une coupe de vendeuse de brochettes comme ça. Qui rend le truc encore plus décalé. Voilà. Déjà que c'est décalé. C'est ça. Et alors, malgré mon argumentation, comme ça, très dramaturgique, ça n'est pas possible et tout, Alexandre n'en a pas démordu parce que ça le faisait hurler de rire. Et donc, voilà. Donc ça, je le changerais bien, voilà, si je pouvais. Et pour le reste, non, j'adore ce personnage. Voilà, j'adore ce personnage. Voilà, je changerai rien. Une autre question. On va essayer de varier parce qu'on a fait un peu au milieu. On va aller à droite, à gauche. À gauche, la jeune femme, la jeune fille là-bas, hop, qui lève le doigt. Après, on fera à droite. Enfin, il reste encore un peu de temps parce que... Alors, bonjour. Vous êtes le premier comédien que je rencontre, en fait. Et j'ai une question que je voulais absolument poser à quelqu'un de ce métier. J'ai toujours rêvé de devenir comédienne, mais mes parents, mon entourage me disaient d'abandonner l'idée à cause de la pression, la peur de ne jamais être accepté dans un rôle, l'intermittence, etc. Donc, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que, en tant qu'acteur, vous, lors de vos débuts, vous avez rencontré ces problèmes? Et sinon, comment vos débuts se sont passés? Alors non, j'ai pas réellement rencontré ces problèmes, même si je vous disais que voilà, mes parents n'étaient pas ravis quand je leur ai dit que je voulais faire ce métier-là. Voilà, ils n'étaient pas ravis, mais ils m'ont pas mis des bâtons dans les roues, ils m'ont pas renié, ils m'ont pas, voilà. Donc, j'ai pas réellement rencontré ces problèmes. Je pense que j'étais, et alors c'est un peu bateau hein, de dire ça. Je suis désolé, mais je pense que j'étais réellement animé par une grande flamme. C'était évident. Enfin, quand je dis c'était évident, alors quand je dis que c'était évident, moi mon rêve c'était le théâtre. C'était mon rêve, mon envie, je ne sais pas si on peut parler d'ambition, mais c'était le théâtre. C'était d'ailleurs absolument pas l'audiovisuel, la télé, le cinéma. Je n'ai jamais rêvé d'être sur les écrans. C'était le théâtre. Et je ne sais pas comment dire, j'étais animé par par l'idée que ça allait bien se passer. Je ne sais pas comment ça allait se passer, et ça ne s'est pas passé même comme je le prévoyais. On le sait, dans la vie, ça ne se passe jamais comme on le prévoit. Mais en tout cas, je savais, parce que j'avais énormément envie, parce que je sais aussi que j'avais des projets, moi. Enfin voilà, je savais que je faisais de la mise en scène aussi. Donc il y avait quelque chose réellement qui m'animait. Et de fait, ça s'est plutôt bien passé. Alors pareil, hein, je suis désolé si c'est bateau, c'est pas conte de fées, mais les choses se sont passées. Il y a eu les opportunités au bon moment. Alors il y a eu des échecs aussi. Hein, mes premiers échecs, ça a été quand, après avoir fait les premiers
premier cours et formation de théâtre. Le début, j'ai voulu passer des concours d'école nationale de théâtre. Et ben, je me suis ramassé, j'ai pas été pris, j'ai passé tous les concours, le Conservatoire de Paris, l'école de la Rue Blanche maintenant qui est l'ENSAT, le Théâtre National de Strasbourg. Il n'y a qu'à ça, la Comédie de Saint-Étienne, où ils ont presque voulu de moi. Je suis arrivé au dernier tour, mais ils ne m'ont pas pris. Donc voilà, mais les choses se sont faites autrement, ça ne m'a pas découragé. Et après, il y a eu des opportunités comme ça, qui se sont créées un peu, qui sont arrivées. Voilà, mais aussi, alors je veux pas, c'était pas votre question, je suis désolé, mais c'est pas pour donner un conseil, mais je crois quand même qu'il faut, alors j'allais dire, voilà, aimer ce qu'on fait, croire en ce qu'on fait et savoir être honnête avec soi-même, savoir où on veut, ce qu'on veut faire, où on veut aller, là où on est bien. Si je dis ça, c'est que moi, les opportunités que j'ai eues, je vais expliquer ça, cette notion, c'est que je me rends compte que les opportunités qui sont arrivées, elles sont arrivées, alors il y a une part de chance. Tout à l'heure, je vous ai raconté j'ai répondu à la question sur comment je suis arrivé sur Kaamelott. Je jouais dans un spectacle de Jean-Christophe Ambert. Alors oui, on va dire, coup de bol, dans la distribution, il y a un certain Alexandre Astier qui joue. Sauf que, en amont, Jean-Christophe Ambert était un jeune metteur en scène, comme moi, je faisais de la mise en scène à l'époque, et j'avais vu un de ses spectacles, j'avais adoré. Je précise que j'ai joué dans Timon d'Athènes et j'ai été assistant. On n'a pas été payé parce que c'était un gros projet sans moyens et tout. Mais à l'époque, j'avais adoré le spectacle que j'avais vu et je suis allé voir Jean-Christophe. Je lui avais écrit une lettre, d'ailleurs. On n'envoyait pas de mail ou pas de Facebook, pas de Messenger, pas d'Instagram. J'avais envoyé une lettre en lui disant « J'ai adoré le spectacle que tu as fait. Moi aussi, je suis jeune metteur en scène, voilà, bidule, mais je travaille pour toi, je veux jouer pour toi. Voilà. » Et en fait, c'est avec cette démarche d'avoir été un peu honnête avec moi, parce que, voilà, que finalement, ça a déclenché des choses. Et tout ce qui est arrivé, ça a été un peu comme ça, en fait. Voilà, vous avez eu les conseils de Nicolas Gabion. Donc, on doit rendre l'antenne, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui attendent derrière. Je vous remercie infiniment de votre écoute. On applaudit encore une fois notre grand invité. Merci Nicolas. Merci pour cette franchise et cette interview spontanée. Et on espère voir d'autres volets bientôt. Je doute qu'on ait un scoop ou des scoops. Alexandre est dans le secret des... Je ne suis pas en mesure de vous le donner. Quand je dis je ne suis pas en mesure, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. On va faire une petite photo souvenir quand même. Ça serait chouette. Et avec évidemment tous les fans. Et exprimez votre joie. Allez-y. Hein. Attention, photo. Vidéo, faut que ça reste. Hein. Immortaliser cet instant. Ouais. Merci.